Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Toute l'actualité de ce vendredi 11 novembre. Invités, reportages, vos infos pratiques tout près de chez vous et votre météo à venir. Et à la une ce soir, la suite de la COP27 en Égypte et le regard du prince Albert II sur cette nouvelle conférence pour le climat. Nous reviendrons sur la visite en Calabre, également en Italie, du prince souverain qui s'est terminée par une visite du parc national d'Aspromonte. Le retour demain de la plus belle épreuve de masse à caractère caritatif en principauté, la No Finish Line, la course du cœur pour récolter le plus de fonds possible pour aider les enfants dans bien des domaines. La présidente de Children and Future, Ariane Favaloro, nous rejoindra dans un instant pour évoquer le retour du format traditionnel après 2 années marquées par la Covid. La jeunesse sous surveillance, Stay in the Limit, ne jamais dépasser la limite, c'est le slogan phare de l'association Be Safe, créée il y a 5 ans par Camille Gottlieb et 4 de ses amis pour permettre aux jeunes qui, après une soirée festive, souhaitent rentrer chez eux en toute sécurité. L'association fêtait hier soir ses 5 ans d'existence. Ce sera l'occasion de faire avec sa présidente un point sur ce service ô combien précieux en principauté. Et puis, nous terminerons ce journal avec la générale de l'opéra choisie en clôture de la fête nationale vendredi prochain, la Damnation de Faust. Et en ce jour de commémoration du 11 novembre, date de l'armistice signé en 1918 à Rotonde pour mettre fin à la Première Guerre mondiale, des commémorations ont eu lieu en principauté aujourd'hui, et notamment cet hommage à nos pompiers tombés au front, 14 au total lors de cette grande guerre. Direction maintenant Sharm el-Sheikh, où la conférence des Nations Unies pour le climat se poursuit. Fervent défenseur, on le sait, de l'environnement, le prince Albert II n'a pas pu assister en début de semaine au sommet des chefs d'État et de gouvernement, mais il a tenu à se rendre en Égypte pour confirmer son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il s'est donc rendu hier à la COP27 où il a pu s'entretenir notamment avec John Kerry, l'envoyé spécial du président américain pour le climat. Il a ensuite également échangé avec Simon Still, le nouveau secrétaire exécutif du secrétariat des Nations Unies sur les changements climatiques. Alors, quel regard le prince souverain porte-t-il sur cette COP27 et quel message souhaite-t-il transmettre? Voici ce soir ses réponses sur Monaco Info. Il faut vraiment convaincre les leaders politiques et les leaders économiques qu'on est en retard par rapport à un tableau de marche qui a été établi à Paris à la COP21, parce qu'on est très en retard. Bien sûr, d'une façon globale, il y a certains pays comme le nôtre, heureusement, qui sont dans un tableau de marche qui a été établi depuis lors, mais vraiment, il faut qu'on accélère ce changement grâce à des solutions qui existent déjà, qui sont certes un petit peu coûteuses au départ, mais qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Parce que le coût de l'inaction va être beaucoup plus important que l'investissement dans des nouvelles solutions, dans des solutions alternatives pour un monde plus durable, plus économe en énergie et aussi pour nous sortir de ce cycle du carbone et des gaz à effet de serre qui, on le sait, sont la cause de ces changements climatiques. Et ces solutions dont parle le prince Albert II, elles ont été présentées lors de plusieurs événements organisés par sa fondation. À la COP27 bien sûr, avec un thème principal, la préservation des mers et des océans. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Émilie Rousseau et Olivier Bonello. Il est temps d'agir, c'est une phrase que l'on a beaucoup entendue depuis le début de la conférence des Nations Unies sur le climat. Agir pour notre planète, contre le réchauffement climatique et pour mieux comprendre la situation et apporter des solutions concrètes, la Fondation Prince Albert II de Monaco a organisé un side event dans la zone bleue de la COP27 au pavillon Méditerranée. Chercheurs, scientifiques et personnalités engagées dans le domaine de l'environnement ont partagé leur expérience et leurs solutions pour réduire l'impact des variations climatiques sur la région méditerranéenne. C'est la première fois que la Méditerranée a droit à son propre pavillon et on connaît les enjeux méditerranéens de pollution, notamment plastique, les enjeux de développement d'aires marines protégées, des sujets sur lesquels la Fondation, le gouvernement princier, le Centre scientifique de Monaco, l'Institut océanographique, pour ne citer que, sont très actifs, donc c'était très important pour nous. Cet été, la Méditerranée a connu un épisode de canicule marine exceptionnel avec des anomalies de température de plus de 4,5 degrés à son maximum. Le GIEC avait prévu cette forte augmentation qui a des conséquences dramatiques sur la biodiversité marine. Le premier, c'est que l'augmentation graduelle de la température permet à des espèces tropicales qui viennent de la mer Rouge
de s'installer en Méditerranée parce que finalement la température devient très agréable pour elles. Et donc on a beaucoup d'espèces invasives comme ça. Il y a 700 espèces de plantes et d'animaux qui ont été introduits en Méditerranée par le canal de Suez. La deuxième manifestation du réchauffement, c'est les événements extrêmes, donc les canicules marines, qui ont pour conséquence des mortalités massives. Lors de sa présence à la COP27, le prince Albert II s'est également rendu sur différents pavillons, comme ici, celui de la Cryosphère, dont sa fondation est partenaire. Un emplacement qui permet de donner une visibilité renforcée aux enjeux de conservation dans les pôles. Autre décor, autre événement, mais toujours dans le cadre de la conférence des Nations Unies pour le climat, la Fondation Prince Albert II avait choisi Sharm el-Sheikh pour organiser la 3e édition de l'Ocean Innovators Platform, un rendez-vous visant à promouvoir l'innovation, l'entrepreneuriat et l'investissement pour une économie bleue durable. Suite et fin de notre série de reportages en Calabre, où le souverain s'est rendu cette semaine sur les terres de ses anciens fiefs. Coup de projecteur ce soir sur le parc national d'Aspromonte qui renferme une faune et une flore rares. Reportage de Vanessa Dessi et des images signées Alexandra Paolini. Protégé en Italie, le parc national d'Aspromonte s'étend sur une surface proche de 77 000 hectares. Avec des sommets cumulant jusqu'à 2000 mètres d'altitude, le site accueille une faune et une flore d'exception. Il prend la forme d'une pyramide géante surplombant la mer. Le parc national d'Aspromonte offre une beauté naturelle époustouflante et de nombreuses espèces d'animaux. Favorisé par un climat méditerranéen doux, un large éventail de végétation peut être observé. Il Parco Nazionale dell'Aspromonte comprende 37 comuni, alcuni interamente posizionati dentro il parco, altri parzialmente e poi lateralmente scende in alcuni punti toccando quasi il mare, 5, 6, 7 km dal mare. Quindi abbiamo una diversità di ambienti molto interessanti, una diversità climatica. Abbiamo un versante ionico invece dove abbiamo una vegetazione di tutt'altro tipo e abbiamo ambienti interessantissimi sotto il profilo naturalistico e sotto il profilo di siti particolari, tipo per esempio le rocce con i geositi che fanno parte riconosciute dall'UNESCO. Abbiamo nella parte alta foreste vetuste, anche queste hanno avuto il riconoscimento UNESCO. Les représentants du gouvernement italien ont pris des mesures importantes afin d'assurer la protection de l'intégralité du parc. Il governo da noi disciplina tutta la legge 394 del 91 per quanto riguarda i parchi, come vengono gestiti, li disegna come aree protette, c'è un comitato di gestione che nomina direttamente il ministro e questo gestisce l'area protetta. Ha una sua pianificazione che viene fatta attraverso il piano di sviluppo del parco. Nessuna attività svolta da ente pubblico o da privato può essere avviata sul territorio se non ha il nulla osta del parco. E quindi in questo modo il parco uniforma tutto. Et grâce à une grande préservation, le parc national d'Aspromonte peut se féliciter aujourd'hui d'avoir su réintégrer une faune rare. Une cause chère au prince Albert II, la démarche environnementale. Et dans le cadre de sa politique verte, la Green Attitude, l'hôtel Métropole à Monaco a laissé carte blanche à son chef barman pour créer 2 cocktails originaux destinés à recueillir des fonds en faveur de l'association Green Attitude. Pour chaque boisson commandée, 1 € sur chaque vente sera reversé dans le but d'œuvrer à la préservation, la restauration et la création des forêts. Vous pourrez ainsi déguster le Green Forest à base de gin, à consommer attention avec modération, et le Green Forest sans alcool. L'alcool, terrible fléau, on le sait, chez les jeunes, notamment en matière d'accidentologie. Aussi, pour éviter tout drame après une soirée où certains dépassent malheureusement les limites, l'association fête ses 5 ans. Et avec nous ce soir sur Monaco Info, sa présidente, Camille Gottlieb. Bonsoir à vous. Bonsoir. C'est une date importante pour vous, on l'imagine, hein? 5 ans pour Be Safe. C'est une date très importante. Donc, à la base, c'est le 17 octobre 2017 qui est né Be Safe, mais on a décidé de le fêter un peu plus tard pour essayer d'avoir un maximum de monde pour cette soirée. On rappelle que c'est après l'accident d'un de vos amis que vous avez décidé avec des camarades de créer cette association pour ramener les gens sûrement, prudemment à leur domicile après une soirée un peu arrosée par exemple. Exactement, c'est né donc, à la suite d'un drame. On s'est réunis avec 4 amis à moi qui sont Andrea, Charlotte, Laura et Margot. On a décidé de fonder donc l'association Be Safe
Safe Monaco, qui œuvrent du coup à la fin des soirées et des soirées bien arrosées du coup de la principauté pour les ramener en toute sécurité à la maison. On va aller notamment dans les écoles pour les sensibilisations. Sensibiliser parents et enfants, bien sûr. C'est vrai que tout le travail se fait à la maison. Si les parents éduquent leurs enfants et font en sorte que voilà, boire ou conduire, il faut choisir, c'est vrai que ça se fait dès l'enfance, dès l'adolescence, et c'est là où les plus grandes décisions se prennent souvent, c'est l'adolescence. Le mot d'ordre chez vous, c'est stay in the limit, rester dans les limites. Exactement. C'est sûr qu'à tout niveau, hein, que ce soit la drogue, l'alcool. Bien sûr, alors nous on parle essentiellement de l'alcool, des dangers de l'alcool au volant, mais on peut aussi parler des dangers de la drogue au volant. On est en collaboration étroite avec la Croix-Rouge monégasque aussi sur beaucoup d'interventions aussi auprès des jeunes. Et aussi au niveau de Fight-Aids qui regroupe aussi la sensibilisation des risques du VIH et la protection aussi par rapport au VIH. Et donc je pense qu'on parle vraiment des 3 tabous des jeunes. Je pense que c'est alcool, drogue et sexe. Be Safe, ça veut dire que vous avez le droit d'utiliser un véhicule. C'est uniquement sur Monaco ou vous ramenez des gens à la frontière ? On privilégie beaucoup plus les jeunes de Monaco. Bon, après, c'est vrai, bien sûr, si quelqu'un habite sur Roquebrune ou sur Cap d'Aille, oui, mais on fait vraiment que les communes limitrophes, c'est-à-dire que sur Nice, sur Cannes, on ne pourra pas aller aussi loin parce que c'est vrai que ça nous prend beaucoup trop de temps et ça peut aussi desservir à quelqu'un qui a besoin de nous sur Monaco. Vous avez déjà un petit bilan? Vous ramenez combien de personnes pendant une saison, par exemple une saison d'été? Alors une saison d'été, si je me rappelle bien les chiffres, c'était 215 personnes pour l'été 2022. On n'a malheureusement pas pu être présent pour 2020 et 2021. Les choses se font petit à petit, mais ça va crescendo, mais je pense qu'on est en train de toucher le bout et je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie pour que les gens comprennent. Et maintenant, c'est vrai que le réflexe, c'est toujours « Ah, Be Safe, il y a Be Safe ce soir, est-ce que Be Safe est là ce soir ?» Donc ça devient vraiment récurrent et c'est ça qui est génial. Et Camille Gottlieb, pour que ce soit crescendo, il faut des dons, ça c'est important pour que votre association puisse vivre? C'est vrai que nous, on est une toute petite association, ce soir on fête nos 5 ans, donc ça peut paraître énorme, mais c'est vraiment tout petit pour une association. Et voilà, et on a beaucoup de donateurs, on a beaucoup de gens qui nous aident et qui nous soutiennent, pas que sur l'aspect financier, mais aussi sur l'aspect social, sur l'aspect de l'expérience, au niveau d'acquérir l'expérience aussi. Et je pense que c'est très important et je pense que si on existe toujours aujourd'hui, c'est parce qu'on a beaucoup de donateurs, on a des généreux donateurs et il faut que ça perdure comme ça. Et l'importance que cela perdure, bien sûr. Ce sont combien de véhicules aujourd'hui? Il y a toujours un seul van ou il y a d'autres voitures qui arrivent? Alors non, alors nous, notre objectif, c'est d'avoir plusieurs vannes, bien évidemment. Oui, bien sûr. Mais pour l'instant, non, on n'a qu'un véhicule qui est d'ailleurs le don d'une de nos donatrices. Et c'est donc du coup une navette 100% électrique qui aussi donc touche aux valeurs de la principauté par rapport à l'écologie. Donc c'est vraiment génial. Est-ce qu'il y a un numéro, j'allais dire presque un numéro vert pour vous appeler, pour en pleine soirée à 2h du matin, vous dites « Ouh là là, je commence à être alcoolisé », vous prévenez le patron de la boîte de nuit? Alors quand on est disponible, c'est-à-dire sur le port ou sur d'autres établissements de nuit sur Monaco, par exemple, notamment cet été, alors soit on nous contacte sur nos téléphones personnels parce qu'on connaît les établissements de nuit, on connaît les patrons, soit si c'est vraiment des jeunes, ils nous écrivent notamment sur Instagram parce qu'on avait mis un numéro, on a toujours le numéro Be Safe qui est en marche, mais le problème c'est que vraiment les gens n'ont pas ce réflexe encore, je trouve, d'appeler avec le téléphone, mais c'est vrai qu'ils nous contactent beaucoup sur Instagram. Notamment cet été, on a vu vraiment que ça a changé les choses depuis le Covid. Beaucoup de gens nous disaient « Oui, est-ce que Be Safe peut venir me chercher ici parce que je ne me sens pas de prendre la voiture ?» Et ça se faisait via les réseaux sociaux le plus souvent. Voilà, mais c'est vrai que nous, notre créneau, c'est vraiment l'alcool au volant, les risques et les dangers de l'alcool au volant. Mais c'est vrai que ça touche tout le monde et les établissements de nuit. Les patrons des établissements de nuit sont vraiment beaucoup à l'écoute. C'est ce qu'on craignait au début, mais ils sont vraiment beaucoup à l'écoute et qui mettent tout en œuvre aussi pour que leurs jeunes qui sortent chez eux, rentrent en toute sécurité. Merci Camille Gottlieb et bon anniversaire. Merci à vous en tout cas. Merci à vous, bon anniversaire encore. Merci beaucoup, au revoir. Et hier soir avait lieu au Stelios Foundation Conference Hall une conférence sur la parentalité. Pourquoi et comment aider les parents, comment les soutenir en toutes circonstances? C'est Corinne Rurig, médecin de santé publique et thérapeute familiale, qui a animé ce rendez-vous initié par le Pen Club de Monaco. Les sports, on vous l'annonçait dès hier soir dans ce journal, Oren Nataf, l'un des 2 sociétaires du Yacht Club de Monaco, a dû renoncer à son objectif atlantique sur la route du Rhum, grande voile déchirée. Il a donc été contraint à l'abandon. Oren Nataf est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Déjà rentré sur Paris après votre abandon sur la route du Rhum, c'est terrible de devoir abandonner dès le départ. Oui, c'était vraiment terrible. J'étais prêt, on était à 1 minute de larguer les équipiers et depuis le dernier empannage, la grand voile s'est déchirée en 2. Vous avez réussi à passer la ligne de départ tout de même? Non, on était à 10 minutes du départ.
C'est terrible parce que c'est combien de temps de travail, j'allais dire une route du Rhum, comme j'avais parlé même de Vendée Globe, ce sont des mois et des mois de travail. Oui, c'est 2 ans de préparation, surtout que j'avais chaviré il y a 2 ans et demi. Mais bon, ça fait partie du chemin et peut-être que la route est plus longue que prévu. Déjà, j'ai eu la chance d'être au départ d'une course comme ça, vu mon niveau de voile au départ. Donc ça, c'est déjà une petite victoire. Et puis ça m'a donné, bon, le jour même, j'avais pas trop de morale, mais dès le lendemain, j'ai le projet de repartir dans 4 ans et voilà, ça fait partie du chemin et des fois, c'est plus long que prévu, quoi. Ça fait quoi? Ça fait une dizaine d'années que vous êtes sur un bateau? Oui, ça fait 10 ans que je navigue. J'ai commencé de zéro, vraiment. Départ volé égale pénalité, bien sûr. Hein. Ça, c'est le souci. Mais Voilà. on voit bien, c'est compliqué pour tout le monde, chez les grands comme Armel Lecléache et chez les petits avec les premiers abandons. Hein. C'est une course très dure pour le solitaire, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de préparation. Et malheureusement, la seule chose prévisible en voile, c'est qu'on peut rien prévoir. Et donc, ça vient pas de mon fait. La voile avait 3 ans. Votre prochain objectif, c'est quoi? C'est de reprendre la mer dans 4 ans dans cette course-là ou d'en faire d'autres? Peut-être pas un Vendée Globe, c'est trop long. Voilà, je vais faire une transat au mois de décembre pour m'entraîner et puis pour histoire de dire, comme j'ai pas envie de partir, je pars quand même. Et puis je vais naviguer et puis je vais préparer le bateau pour dans 4 ans. Ouais, il peut se passer plein de choses en 4 ans, mais en tout cas, j'ai toujours envie de partir et je suis triste de ne pas être en mer avec les autres. Mais bon, c'est comme ça. On va le suivre après sa mésaventure à l'arrivée du Vendée Globe. Hein, pour quelques heures, peut-être cette première place, bien sûr, on s'en souvient tous. Merci en tout cas, Oren Nataf, d'avoir été avec nous. Et puis, j'allais dire, entre guillemets, bel apprentissage, parce que vous revenez dans 4 ans. Après, simplement, vous avez dit, vous êtes parti de zéro il y a 10 ans à la voile. Et c'est déjà tellement fort d'avoir pris le départ de la route du Rhum, ou presque à quelques mètres près, à quelques milles. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci. Et objectif mondial dans la tête pour l'un des milieux de terrain de l'AS Monaco FC, Youssouf Fofana, sélectionné cette semaine par Didier Deschamps pour intégrer le groupe des 25 joueurs retenus pour la Coupe du Monde au Qatar par le sélectionneur tricolore. Satisfaction du joueur de l'ASM après cette annonce. J'étais à la maison, comme tous les Français je pense. J'étais devant ma télé. Et voilà, gros sentiment de joie, de fierté. Et ouais, très content de moi, du chemin que j'ai parcouru. Et c'est le début de quelque chose et j'en suis très fier. L'aventure Coupe du Monde 2022 maintenant, qui débutera dès lundi pour Youssouf Fofana, au lendemain du match au sommet dimanche soir au Stade Louis II, entre Monaco et Marseille. Rendez-vous à Clairefontaine lundi 14, centre d'entraînement des Bleus, avant le grand départ mercredi pour le Qatar et un premier match pour les Bleus programmé le mardi 22 à 20h face à l'Australie. Le retour de la No Finish Line, c'est ce samedi 14h, une course pédestre qui nous concerne tous et quelle que soit l'allure choisie. L'essentiel étant de participer à cette vraie course du cœur. Aussi, sans plus tarder, direction le chapiteau de Fontvieille où nous attend la présidente de Children and Future, Ariane Favaloro. Bonsoir à vous. Bonsoir Christophe. Vous êtes la présidente, on le rappelle, de Children and Future. On va s'adresser aux jeunes, aux enfants, avec la plus belle, la plus grande épreuve de masse en principauté, à but caritatif, on est bien d'accord? Tout à fait. C'est la No Finish Line qui repart avec tout le monde. On dit souvent présentiel, j'aime pas ce terme, mais on va pouvoir courir, marcher comme avant cette fois pour cette édition. C'est vraiment le plus bel aboutissement pour nous de pouvoir revenir comme on était auparavant et de rencontrer les gens, les sponsors, les coureurs, les marcheurs, enfin de faire la fête. C'est vraiment super. C'est un magnifique cadeau. Ça débute demain et c'est pour 10 jours, 14 heures avec, j'imagine, Monseigneur présent et un parrain qui récidive. Un parrain qui récidive, Yacouba Ouattara, qui est fidèle. C'est quelqu'un que nous aimons beaucoup.
parce qu'il est vraiment présent et c'est super. Et j'espère que maintenant nous allons pouvoir l'amener sur des projets, maintenant que nous pouvons de nouveau reprendre une vie un peu normale, donc l'amener voir tout ce que nous avons fait. C'est une belle action bien sûr, et vous l'avez dit, il se passe quelque chose, il y a une ferveur pour l'avoir pratiqué il y a quelques années encore. C'est un moment unique dans la vie des Monégasques. Oui, tout à fait. C'est un moment que les Monégasques et les résidents attendent impatiemment, surtout que depuis 3 ans, nous n'avons pas pu la faire sur le format original. Mais c'est vrai que nous avons déjà pratiquement 8000 préinscrits. 320 entreprises, donc on est content parce qu'on a senti vraiment que l'engouement pour le retour en présentiel et sur le circuit était vraiment présent. Ah, ce qui est formidable, c'est qu'on connaît presque le parcours. Là, vous êtes sous le chapiteau, on va le contourner. Tout à fait. C'est un peu plus d'1 kilomètre par tour, donc le but c'est de faire ce qu'on a envie, en marchant, en courant avec son chien, ses enfants. Son chien, ses enfants, sa poussette, voilà, c'est de marcher le plus de temps possible. Nous nous engageons à reverser 1 € du kilomètre pour des projets liés aux enfants. C'est le plus important, 1 € du kilomètre, avec des dons bien sûr de grandes entreprises. Et nous les participants aussi, on rappelle comment ça se passe ? Alors vous achetez une puce au bureau des inscriptions qui sera ouvert de 8 h à 22 h tous les jours. Elle est valable la durée de la course et puis vous la mettez autour du cou et puis ça comptabilise vos tours. Vous envisagez quoi, à peu près combien de kilomètres cette année par exemple ? C'est vrai qu'on s'est fixé un objectif peut-être un peu ambitieux, 400 000 km, 400 000 € reversés à des projets humanitaires pour des enfants en difficulté ou malades. Donc on a des projets avec le Centre Cardio, le Monaco Collectif Humanitaire, avec des associations régionales. Après, on a l'international aussi, donc c'est varié. Bon, c'est vrai que ces dernières années, on s'est plus recentré sur du régional compte tenu des restrictions qu'il y avait. Mais nous, on agit au Mali, on agit au Burkina Faso, on agit un peu partout, quoi. À Nice, dans le Var, on a aidé pour les tempêtes Alex, les régions, les 2 vallées sinistrées. Donc voilà, on s'adapte un peu là où il y a les demandes. On n'oublie personne, bien sûr. Et moi, j'aimerais pas qu'on oublie ce soir ensemble, et vous allez le faire, c'est la présence des bénévoles. Ah, effectivement. Donc un grand chapeau aux bénévoles parce que ça fait vraiment 3 ans qu'ils s'adaptent à toutes circonstances parce qu'on a dû revoir le format depuis 3 ans. Ils sont fidèles, ça fait depuis lundi qu'ils sont sur le montage. Ils sont là aujourd'hui pour organiser le circuit, ils vont être là pendant 8 jours. Donc sans eux, rien ne serait possible et vraiment un coup de chapeau à tous les petits hommes et femmes en orange que vous allez voir pendant 8 jours. Et voilà, il faut vraiment les féliciter parce que sans eux, nous ne sommes rien. Et on rappelle, on met une petite puce pour l'avoir fait, c'est très simple. Hein. On laisse une petite caution, c'est quoi? C'est 13 € déjà l'inscription? Alors 13 € l'inscription et 10 € la caution que vous pouvez récupérer à la fin en ramenant votre puce ou vous pouvez la laisser en don. No Finish Line, c'est une grosse chaîne humanitaire. C'est un partage avec tout le monde, les bénévoles, les coureurs, les marcheurs, les sponsors. C'est tout ce qui nous avait manqué en fait. Alors faites-le en plein soleil peut-être parce que ce premier week-end c'est sûr, une garantie soleil. Et puis même tester la nuit parce que venir courir la nuit, c'est magnifique. Un petit dîner, un petit anniversaire, c'est très sympa. Hein. La digue est magnifique la nuit en plus, donc c'est vraiment magnifique. Voilà, faites-le parce qu'en plus il y a des gens qui viennent dans le groupe, il y a des petites troupes, il y a même des gens, si je me souviens bien, il y avait une équipe je sais pas, de 6-8 coureurs qui venaient faire quasiment la totalité, qui dormaient sur place. Ah, alors nous avons le retour des 8 jours, effectivement. 36 coureurs. 36 coureurs qui vont être là du début à la fin, qui vont dormir sur place. Mais ça, c'est super parce que ça fait 3 ans qu'on ne les a pas vus. Et on a beaucoup d'anciens qui sont là. Donc, c'est un grand bonheur pour nous aussi de les retrouver. On rappelle, c'est demain, samedi, 14 h. 14 h, coup d'envoi. Avec Monseigneur, évidemment, le Prince Albert II pour donner le départ avec Yacouba Ouattara. Et ça dure 10 jours. Prenez vraiment du temps. Ce n'est pas un devoir, on ne vous l'impose pas. C'est une très belle tradition. Merci à vous. Merci beaucoup, Christophe. La générale de l'opéra La Damnation de Faust d'Hector Berlioz a eu lieu hier soir. Œuvre choisie et présentée à l'occasion de la fête nationale vendredi prochain. Jean-Louis Grinda souhaite proposer un spectacle de grande beauté avec choristes, figurants et de somptueux costumes. L'œil ce soir de José Sacré sur des images de Jean-Alexandre Dordet. Dernière mise en scène de Jean-Louis Grinda en sa qualité de directeur de l'Opéra de Monte-Carlo, La Damnation de Faust de Berlioz, direction musicale de Kazuki Yamada, sera à l'affiche du Grimaldi Forum les 13, 16 et 19 novembre. Quand j'ai décidé de faire La Damnation de Faust, je ne savais pas encore que ça serait le juste moment pour faire la charnière avec
Cecilia Bartoli. Ensuite, parce que ça s'est inscrit naturellement dans l'année Albert Ier, puisque Gainsbourg, directeur de l'Opéra de Monte-Carlo, avait été le premier, en 1893, à monter la Damnation de Faust sous forme d'opéra. Avant, ce n'était qu'une cantate. Et ça a été un événement international pour la principauté qui a mis sous les feux l'Opéra Garnier et qui a fait parler de l'Opéra de Monte-Carlo dans le monde entier, il faut bien le dire. Et Gainsbourg ainsi a commencé une très grande tradition de découverte, de premières et de coups de génie. Oui, c'est une très grande production. On ne peut pas faire la Damnation de Faust avec moins de 80 choristes, un ballet, des figurants, beaucoup de changements de décor obligatoires. Et pour essayer de rendre justice à ce qu'était cette extraordinaire aventure en 1893, puis lors des reprises en 1902 et 1905, et puis encore bien après, mais il y avait toujours eu à ce moment-là des nouveautés technologiques, parce que Gainsbourg était un grand metteur en scène d'opéra, et il aimait la nouveauté technologique, c'est ça qui attirait les gens. Les qualités de cette œuvre, c'est qu'elle est extrêmement compliquée, puisque ce n'est pas une dramaturgie linéaire, ce sont des scènes, il y a 8 scènes, que Berlioz a rassemblées, en partant du Faust de Goethe, bien sûr. Alors voilà, comme il n'y a pas de linéarité dans l'histoire, on suit bien Faust, on voit bien qu'il y a le diable, mais Marguerite, par exemple, n'intervient pas avant l'entracte, mais après. Donc il faut essayer de trouver un fil conducteur, et le fil conducteur que nous avons trouvé avec Rudi Sabunghi, c'est que finalement, le diable est là du début jusqu'à la fin, et finalement, le diable, c'est peut-être Raoul Gainsbourg lui-même, puisqu'il nous fait montrer à chaque fois l'envers du décor. Il nous montre que tout ça, finalement, c'est du théâtre. La météo pour ces prochaines heures, c'est avec vous, Frédéric Hélion. Fini les journées de plein soleil, le temps va redevenir un peu plus instable ce week-end. Christophe, le ciel sera bien dégagé le matin, puis les nuages vont prendre le dessus dans l'après-midi. Pas de pluie attendue malgré tout, les températures seront comprises entre 11 et 19 degrés. Samedi 12 novembre, bonne fête à tous les Christians. Et comme le veut la tradition, on termine votre journal par les instantanés du jour, avec un retour sur les commémorations du 11 novembre qui ont eu lieu aujourd'hui en principauté. Les photos sont signées Stéphane Dana. On se retrouve demain, 19h, sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.